jour, Carmen Lunsmann nous donne un avant-goût de la 7e édition qui débute ce soir. Et non, musique contemporaine ne rime pas automatiquement avec création austère et déconnectée des questionnements de la société. Tu ne sais donc pas qui tu es ? La preuve, c'est ce carnaval de Toumaï autour d'un jeune garçon en quête de soi sur une musique joyeuse et envoûtante du compositeur français Pascal Zavaro. C'est à la fois un conte initiatique et une sorte de road movie. Isabelle Junca, qui a écrit le roman, avait surtout pensé à l'Afrique du Nord. Il y a donc des thèmes sur des modes, des échelles arabes. Et à la fois, c'est très français puisqu'il y a quand même un accordéon. Une grande dame du piano, Alice Adair, qui va fêter ses 80 ans, viendra envoûter la Scala Paris avec un programme mi-ombre, mi-lumière. Chimère, c'est le rêve, le fantastique, c'est tout l'imaginaire. À travers ses doigts agiles et délicats, la doyenne du festival fait le grand écart entre Franz Liszt, immense virtuose hongrois du 19e siècle, et Philippe Hersant, l'un des grands compositeurs français d'aujourd'hui. Deux univers qui s'entremêlent mystérieusement malgré leurs différences. Passer des œuvres de Liszt très prémonitoires, mais sombres quand même, et arriver à ce moment paradisiaque, à la fin, c'est magique. Un peu de douceur pour refermer ce journal international où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. L'heure de retrouver Annie Gasnier et ses acolytes. Café des sports comme tous les vendredis soirs à cette heure-ci sur RFI. Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud. En économie, la guerre des narratifs fait rage dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Tout comme sur le terrain militaire, le brouillard de la guerre empêche d'y voir clair sur l'efficacité des mesures adoptées contre la Russie. Avec l'économiste Agathe Desmarais, nous évoquons les effets de la désinformation sur les sanctions. Les dessous de l'Infox, avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute ou de nous regarder pour ce Café des Sports en cette fin de semaine. Votre émission, votre rendez-vous, vous en avez l'habitude. Et un rendez-vous qui sera cette fois dominé plutôt par les sélections nationales puisque nous sommes en période de trêve internationale. Pas de club, plutôt les sélections. N'est-ce pas, Monsieur Rémi Ngono, bonjour. Bonjour Annie. L'Afrique en piste. Ah oui, en piste, hein? Pas en piste de ski. Non, là c'est en piste dans l'expression, sur le terrain et sur les pelouses. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie. Il y en a qui prennent des chemins détournés parfois pour aller jusqu'à phase finale et parfois ça passe pas. Ouais. Mais on n'y est pas encore. On aura encore du grain à moudre ces jours prochains. Et puis notre invité du jour, justement, c'est un de nos spécialistes de foot africain. Bonjour Franck Simon. Bonjour Annie, bonjour à tous. Et puis on a reconstitué des anciens camarades de France Football. Toujours. Toujours camarades, mais anciens collègues de France Football, n'est-ce pas? Passé quelques années côte à côte dans le même bureau. Ouais. C'était pas simple, croyez-moi. Imaginez Rémi. J'imagine. Quelle souffrance. Dans les débats du jour, nous commencerons justement en Afrique avec cette 3e journée d'éliminatoire en vue de la prochaine CAN. Les Léopards maintiennent leur bon rythme, enchaînant les victoires, tout comme d'ailleurs les Fennecs et les Étalons. Par contre, le Sili national de Guinée, récent quart de finaliste de la CAN, est en danger. Lui jouera ses 2 prochains matchs et il a du souci à se faire, ce Sili. En Ligue des Nations, des Bleus victorieux et sérieux hier soir contre les faibles Israéliens. Des Anglais finalistes de l'Euro mais battus chez eux par les Grecs à Wembley. Et puis le nouveau roi des Vikings, c'est un buteur, un Norvégien, un certain Erling Haaland, premier bien sûr. Andrés Iniesta raccroche
Pour de vrai, le magicien du milieu de terrain Blaugrana avait quitté le Barça il y a 6 ans déjà pour une pré-retraite au Japon. Une légende du football espagnol s'en va, mais espéré sur un banc un jour prochain pour prolonger la magie, bien sûr. Il y aura dans cette émission, évidemment, pour conclure, les cartons, ceux que vous nous envoyez chaque semaine et qui nous régalent, il faut bien le dire, chaque semaine. Et puis il y aura les nôtres aussi. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno et à la réalisation vidéo, Yann Bourdelat et Steven Esli. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. La belle dynamique de la dernière CAN se poursuit pour les Léopards. Après leur 4e place obtenue en Côte d'Ivoire, les hommes de Sébastien Desabre ont gagné hier leur 3e match consécutif dans ces éliminatoires continentales, donc en vue de participer de la grande fête du football africain au Maroc. 3 matchs, 3 victoires. Une victoire 1-0 sur la Tanzanie hier soir, mais poussive au Stade des Martyrs. Chancel Mbemba et ses camarades confirment leur bonne forme et leur état d'esprit, semble-t-il, mais poussif car c'est un but contre leur camp qui a déterminé le score final de 1-0. Rémi, est-ce que malgré tout, alors malgré les circonstances du match, d'une façon générale, les Léopards, vous en avez souvent parlé ici comme manquant de régularité finalement, est-ce que ces temps-ci, ils sont convaincants pour vous? Ils sont convaincants parce que les matchs ne sont pas faciles et surtout quand le président est aussi au stade. Il y a de la pression qui augmente. Oui, en plus. Mais là, quand même, vous constatez que nous sommes déjà devant une situation un peu extraordinaire de se retrouver avec 3 victoires. Ça fait quand même 9 points. Donc, il leur reste à peine un point et puis c'est validé, ce qui n'est pas impossible. Et puis surtout, Oui, les ils grandes peuvent se équipes, qualifier dès le match retour les à Dar grandes es Salaam, équipes hein. se reconnaissent justement dans la difficulté. Parce que le but contre son camp, c'est parce qu'il y a une pression et Oui, il y a, il y a une tête de bien Chancel évidemment, il y a Mbemba. une tête de Chancel Mbemba. Et puis surtout, il faut remarquer que cette équipe ne prend plus de buts. L'équipe des Léopards, c'était l'offensive tous azimuts et portes ouvertes derrière. Mais là, vous vous rendez quand même compte que non seulement ils ont un gardien que personne, enfin, qu'on croyait par exemple qu'il était une véritable passoire parce qu'à une certaine époque, nous on avait un gardien congolais qu'on aimait jouer contre lui, c'est-à-dire on l'appelait Siam Passi et qu'on a surnommé au Cameroun Siam Passoire. Donc là, Langue Berthaud- serpentine, c'est ça Rémi, hein. oui. Donc, vous voyez actuellement celui qui est là. C'est-à-dire que, par exemple, à Montpellier, on le voit prendre 8 buts en 3 matchs. Mais quand même, vous vous rendez compte que ces Léopards ont réussi à marquer, je crois, déjà 5 buts et n'en ont pris aucun. Ce qui signifie que c'est une équipe qui est vraiment bien construite, solide, difficile à manœuvrer. Franck Simon, on a la sensation que depuis que Sébastien Desabre est arrivé, on se souvient des circonstances, en plus c'était compliqué, il y avait eu la belle période de Florent Ibenge, et puis après, bon, une dérive un peu et de gouvernance et de sélectionneur, et là on a l'impression qu'il y a une osmose entre ces joueurs et ce sélectionneur. Oui, parce que comme dans tout groupe, il faut un capitaine pour mener un bateau. Et je crois que le choix qui s'est porté sur Desabre a été juste. Le bon choix. Oui, le bon choix. Il l'a prouvé avec son encadrement. J'ai eu l'occasion de les visiter à San Pedro, parce que je commentais les matchs de San Pedro Oui, pendant la CAN. pendant bien la sûr. CAN, et j'étais auprès d'eux, je les ai vus travailler. Bon, ça respire quand même, on va dire, la sérénité, ça travaille bien. Ils ont fait de beaux matchs. Ils avaient eu un match référence contre le Maroc à 14h, match nul. Effectivement, Rémi a raison de souligner le fait qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui prend plus de buts. Ça, c'est très important dans ces campagnes éliminatoires. Et puis, ils savent provoquer la faute chez l'adversaire. Donc, ils ont une richesse au niveau des attaquants, au niveau des excentrés. Ils ont une charnière qui est solide aussi. Ils ont des latéraux. Masuaku est un des meilleurs latéraux africains en sélection. Bon, franchement, il y a de quoi faire. Mais tout cela a été mis en place par un homme et son encadrement. Tant que ça tient, tant qu'on le laisse travailler, tout va bien. Mais vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps, il a fallu aussi lui régler certains arriérés. Ça a surgi dans l'actualité il y a quelques mois en arrière. Depuis, ça s'est calmé, ça travaille. Il y a quand même un comité de normalisation là-bas. Il n'empêche, ça travaille. Et on laisse surtout Desabre avancer à son rythme.
En plus, je dirais, Xavier, on connaît les mésaventures marseillaises de Chancel Mbemba, qui est le capitaine emblématique de cette équipe de RDC. Et on a l'impression, comme d'autres internationaux, hein, il n'est pas le seul, mais que se rendre en sélection lui ouvre vraiment quelque chose de positif et aide vraiment la sélection et l'aide lui aussi. Alors lui aussi, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'il y a ce qu'expliquait très bien Franck Simon, il y a cette atmosphère qui est un peu sereine autour de la sélection des Léopards. Pendant mais des quand années, on gagne, ça va toujours mieux. Oui, mais parce que pendant des années, vous aviez plein de joueurs, ils ne voulaient plus venir. Des joueurs qui avaient fait 2-3 sélections ou là, ça se bouscule, tu as raison, ça se bouscule. Et qui ne voulaient plus venir, qui disaient non, c'est bon, la RDC, les Léopards, j'ai donné, j'ai compris, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, les professionnels veulent venir. Effectivement, il y a même des jeunes franco-congolais ou belgeo-congolais qui choisissent de jouer pour les Léopards. C'est un vrai signe, ça. Mais tous méritent, effectivement. Mais moi, je l'avais dit dans cette émission que le choix de Sabre, c'était vraiment intéressant parce qu'il avait des Je crois des que pour références. beaucoup de sélections, ça serait un excellent... Le seul critique que j'avais pu lui faire lors de la dernière CAN, c'est que sur 23 joueurs alignés, parce que sur les 27, je crois qu'il n'en avait utilisé que 23, il y avait 17 qui étaient nés en Europe. Donc dans un pays de 100 millions d'habitants, il faut évidemment faire appel à plus de jeunesse née sur le sol congolais. Et je crois d'ailleurs qu'il a un peu rectifié la liste maintenant. Il a élargi pour donner plus de chance aux jeunes nés au Congo. Et puis il y a un joueur formidable, c'est Fiston Mayele, moi j'adore. Alors effectivement, il a des carences au niveau technique, mais il a une générosité incroyable et il représente cette énergie qu'a le Congo aujourd'hui. Pour rebondir sur tes propos, effectivement, Mayele, c'est un super buteur hein, sur le continent africain. On le voit avec Pyramids, il était super bon avec Yanga en Tanzanie. Il est remplaçant actuellement. Enfin, il joue pas avec l'équipe nationale. C'est SND qui est titulaire en pointe. Mais il rentre. Mais il rentre. Et tout à l'heure, derrière vous, Annie, on avait l'image, justement, une image de joie. On a vu, bon là, on a Enoch Inangabaka, mais on a vu une image de joie de Mayele. C'est pas lui qui marque, mais il est sur le banc. Mais il partage, il communie parce que c'est une équipe apaisée. Tu joues pas, t'es content quand même parce que cette équipe, elle est taillée pour aller à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et elle peut encore réaliser un parcours comme là en Côte d'Ivoire. La RDC devrait être à toutes les Coupes d'Afrique des Nations. Et ils avaient raté 2 des dernières phases finales. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un pays de 100 millions d'habitants ne soit pas à toutes les Coupes d'Afrique des Nations. Alors qu'ils avaient failli se rendre à la Coupe du Monde. Donc en plus, il y avait un côté un peu étrange. Et là, pour la Coupe du Monde, ils sont bien partis aussi. Il faut rappeler qu'ils sont dans un groupe très difficile. Oui, mais ils ont déjà 2 victoires et 1 nul au Sénégal. Le Sénégal qui est le favori du groupe. Ils sont allés faire match nul à Dakar. Je me souviens au moment du tirage, moi j'avais dit attention, parfois, la RDC. Il y a des passations de pouvoir. Voilà. Et donc là, on va vraiment avoir une campagne éliminatoire après cette CAN qui va reprendre pour la Coupe du Monde, qui va être passionnante. Alors cette 3e journée, elle est en train de se dérouler. Hein. Il y a eu des matchs hier, il y en aura aujourd'hui, il y en aura encore demain. Mais la 4e journée, ce sont des matchs aller-retour avec les mêmes sélections. Match miroir. Exactement. Donc là, ils iront jouer contre la Tanzanie à Dar es Salaam et ils sont donc en tête du groupe H. Autre nation qui a cartonné hier, c'est le Burkina Faso. Des étalons en grande forme, même si ils jouaient bien loin de leur terre, hein, de Ouagadougou. Ils étaient dans le stade des Bimpé. Pas si loin que ça, Annie. Oui, mais plus au sud. Abidjan, Ouaga, c'est pas si loin que ça. Oui. Ils étaient à Babi, effectivement, dans ce nouveau grand stade. Et ils ont gagné, ils ont battu les Hirondelles du Burundi qui, sur le score de 4-1, avec Franck, un attaquant on ne peut plus remuant, c'était Dango Ouattara. Ouais, alors j'ai eu la chance de commenter le match. J'ai vécu. Donc vous étiez aux premières loges. Ouais, il y a une première demi-heure. Rémi, il y a une première demi-heure où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe avec ces étalons? Ils se font bouffer et ils prennent un but très 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 tôt, un joli but d'ailleurs du seul joueur burundais titulaire évoluant en Europe. Et là on se dit c'est pas l'équipe des étalons qu'on connaît. Et puis petit à petit ils reviennent graduellement dans le match sur les coups de pied arrêtés. Bertrand Traoré qui était de retour dépose le ballon sur la tête de Dango Ouattara. Et là, c'est parti. Là, tout de suite après, dans la demi-heure, tu as le 2-1. C'est la bascule. Et le gardien fait une erreur. Le jeune gardien, Matteo Nkurunziza, fait une erreur juste avant la pause. 3-1. Il s'effondre. 4 changements à la pause. Il change de gardien. Il change de gardien. Il met un gardien qu'on avait connu à la CAN en Égypte en 2019, qui prend un but quasiment sur son premier ballon. Et puis, après, ça a été le festival. Hein, et Bimpé, les étalons ont déroulé leur football. Je ne sais pas si vous avez entendu la conf du sélectionneur Brahma Traoré pour les étalons. Il disait, mais vous savez, en même temps, les joueurs... Enfin, non, c'était un de ces joueurs qui disait ça. On a rassuré le coach en disant, vous inquiétez pas, vous criez, coach, mais calmez-vous, ça va aller, on va trouver notre bonne carburation. La solution. On va trouver. Et effectivement,
ils n'avaient pas mis 4 buts depuis un petit moment, les étalons. Certes, c'est les 163e au classement FIFA, mais on a eu une belle démonstration offensive. Ce qui est formidable avec Franck, c'est que si vous avez loupé le match, et ben là, vous avez je vous le refais. les images dans la tête. Et c'est extraordinaire. Rémi, le Burkina Faso, surtout ces derniers temps, on les avait vus quand même, je me souviens, en Égypte ou au Cameroun. Au Cameroun, ils avaient été présents. Donc, on compte toujours sur le Burkina. Le Burkina, c'est l'une des équipes les plus techniques d'Afrique d'ailleurs. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous avez pu constater dans le dernier quart au Cameroun, ils ont créé des sérieux soucis au Cameroun. Ils avaient fait une finale en Afrique du Sud en 2013. Donc, on peut dire ils ont joué la petite finale contre le Cameroun. Même si le Cameroun est revenu à la deuxième mi-temps, ils ont quand même créé de sérieux problèmes. Voilà. Donc, quand vous regardez surtout, ils jouent, quand ils se mettent surtout en 4-3-3, ça joue véritablement au football. Et là, j'ai été beaucoup surpris, encore agréablement, parce que j'ai vu cette équipe du Burundi qui a créé des problèmes au Cameroun, mais surtout au Sénégal. Le Sénégal a eu des problèmes avec cette équipe-là. Mais quand j'ai vu comment est-ce qu'ils ont eu à manœuvrer techniquement, ça va vite, c'est rassurant. J'ai dit, cette équipe du Burkina a des atouts et je crois que c'est l'une des surprises qui risque de se retrouver au moins dans le dernier carré au Maroc. Ils sont souvent bons une canne sur deux. Voilà. Donc, 2013, je crois, ils vont en finale. 2019, ils sont en demi, c'est ça? Là, la dernière, c'était moins bien. Celle voilà. Ils n'avaient pas existé contre le Mali. Hein. Oui, en huitième, ils se font. Et donc là, peut-être celles-ci vont encore aller loin. Ils ont surtout des ressources, mais ils ont aussi des ressources humaines, parce qu'on pense à Tapsoba, par exemple, qui est un des hommes lige de son équipe en Allemagne. Ils ont des très bons joueurs dans toutes les lignes. En fait. Il y a Tapsoba effectivement derrière, qui joue à Leverkusen. Au milieu, il y a Blati Touré. Qui fait la bêtisière, qui fait une passe à l'adversaire. Mais il y a quand même un énorme volume de jeu. Voilà. Et puis devant, alors Bertrand Traoré, ça dépend des jours. Mais c'est vrai que Dango Ouattara, c'est un super joueur. Lassina Traoré aussi, le cousin de Bertrand. Dayo qui marque aussi. Qui a marqué le 4e, qui était de retour en sélection. Blati était de retour en sélection. Un autre Bancé aussi. Il y avait 4 joueurs. Sacha Bancé, qui est un jeune binational, qui est né en Belgique, qui a marqué le 2e but. Ça, c'est pour effectivement corroborer ce que disait. Il y a un fort potentiel chez eux. Mais ils avaient à cœur de se réveiller après une CAN vraiment décevante. Honnêtement, la CAN en Côte d'Ivoire, chez le voisin, ça s'est pas bien passé. Le sélectionneur en a fait les frais, Hubert Velud. On a mis Brahma Traoré. Et là, c'est en train de repartir. Il faut les surveiller. Burkina Faso, donc leader de son groupe, le groupe L, devant le Sénégal, qui jouera dans la journée contre le Malawi. Lui, son match miroir, c'est le Malawi. En tout cas, ils sont bien partis pour être à la CAN. Et puis, il y a aussi, alors on compte toujours sur eux, mais ils sont souvent au rendez-vous, ce sont les Fennecs qui ont conservé la tête de leur groupe E avec une nouvelle victoire. Ils ont marqué 9 points en 3 matchs. Alors là, c'était un carton, 5-1 contre le pauvre Togo, les éperviers. Xavier, on va dire, seul ombre au tableau, finalement, les Algériens ont encaissé leur premier but de ces 3 matchs. Oui, non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on sait que l'Algérie reste quand même sur une absence à la dernière Coupe du Monde. On la moque assez quand Nabil est là. Les 2 dernières CAN éliminées au premier tour. Donc, il y a eu un changement de sélectionneur, évidemment. On part un peu avec une génération rajeunie, évidemment. Et donc, c'est intéressant de voir que très vite, cette nouvelle équipe, cette équipe régénérée, et performante. Elle n'était pas complètement régénérée. Vous avez vu, Riyad Mahrez était quand même titulaire, mais c'est une ombre. Il ne faut plus qu'il soit au football. C'est terrible, techniquement, physiquement, et puis il va lentement. Moi, je crois que je crois que quand vous regardez justement, lorsqu'il n'est pas là, ça change complètement. Et c'est ça qu'il faut alors aussi pourquoi le sélectionneur suisse le convoque, Rémi? Je crois que je me souviens de Jacquet. Par moment, vous prenez un joueur pour montrer au public qu'il a plus le niveau. Non, mais tu as raison de et là, quand c'est un match où il n'y a pas de risque, le Togo est quand même malheureusement très faible. Vous pouvez jouer à 10.
ou à 10 et Même demi, à 9 allez, ans, ça allait passer. et ça suffit. Voilà. C'est vrai que ce n'est plus le Mahrez, tu as raison, c'est plus le Mahrez qu'on a connu Ah, il est- à non, City. c'est- Il est en Arabie Saoudite, c'est sa 2e saison. Pas de coup de Il grain. ne rayonne plus du pas- tout. rien Il n'a du plus ce tout. rayonnement, c'est capable Ça- de faire ça les fait quelque décisions. temps, en plus, Ouais. malheureusement, Mais il y a qu'il du, a plus de mais en rayonnement. même L'Algérie temps, a le réservoir pour ouais. partir avec on peut d'autres être joueurs. inquiet. Voilà. Honnêtement, il y a Donc, de quoi faire. Hein. Non, ils sont pratiquement Localement toujours au et, rendez-vous. et via la diaspora, ils ont de quoi construire 2 équipes facilement. Voilà pour ce qui est donc de ces Fennecs bien partis pour être au Maroc, en espérant qu'ils iront et qu'ils se déplaceront et qu'il n'y aura pas de problème comme on a connu lors d'un reste en Chan. Il y aura encore donc d'autres rencontres pour cette 3e journée et une équipe qui joue très gros, on va en parler, c'est la Guinée. Le Sili est le dernier de son groupe H. Alors c'est le groupe de la RDC, hein. Alors évidemment ça va pas être simple pour eux, mais 0 points, 2 défaites contre la RDC et contre la Tanzanie. Match aller-retour contre l'Éthiopie. Est-ce que vous diriez attention danger, Franck? Ah, bien sûr, plus que jamais. Ils sont vraiment très très mal embarqués. Il y a une gestion terrible alors qu'ils sortent d'une Coupe d'Afrique des Nations qui avait été réussie. Mais complètement. Ils avaient été l'une des très belles équipes. Complètement. Kaba Diawara et Fousseni, son adjoint, avaient été adoubés pour prendre et qualifier l'équipe pour les Jeux Olympiques, ce qu'ils ont réussi à Clairefontaine. Donc, je veux dire, ils avaient fait le boulot. Ils arrivent, ils font le tournoi, ça ne se passe pas bien, mais on pouvait s'y attendre avec, Bien sûr. avec de très jeunes joueurs. Mais bien et sûr, on l'avait derrière, un peu dit avant. ouais, et derrière, Les décisions le politiques, le sélectionneur national de l'époque, Kaba, qui reçoit un appel en disant c'est terminé pour toi. Mais que lui Quelle reproche-t-on? douche froide. Ouais, c'est un truc incroyable. Et Pour ça moi, a c'est injuste. déstabilisé un groupe. Ça a totalement vraisemblablement. déstabilisé un groupe qui était bien, et qui était bien lancé, qui avait battu l'Algérie. Souvenez-vous, en juin, avec Kaba Diawara et Fousseni sur le banc, ils gagnent battent l'Algérie 2-1. en Algérie. 2-1. D'ailleurs, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, ils Parce sont à que deux c'est la vic- Coupe du Monde, hein, Dans c'est pas les- les il y a mêmes les deux éliminatoires, je suis éliminatoires, d'accord. oui, Mais pardon. ils avaient gagné. Dans les éliminatoires de la bien. Coupe du Monde, ils sont à 2 victoires, 2 défaites. Donc c'est pas catastrophique, puisqu'on s'en on fout. sait qu'il y a 10 matchs. Oui, mais c'est mais un autre. Mais la une autre façon dont s'est dimension. passée la mise à l'écart de Kaba Ouais, c'est Diawara, scandaleux, effectivement, quand il est très contrarié par ça, parce que ça fait des mois et quoi des mois qu'il s'investit pleinement pour son Complètement. pays, qu'il a fait Lui et des son choix adjoint, on le sait, avec son Fousseni, encadrement, vraiment très Fousseni qui l'a important. rejoint, ouais, et parce qu'il bossait pour le Mali avant. Et donc, du coup, on avait un entraîneur qui incarnait bien cette sélection, qui a convaincu des joueurs comme l'ancien capitaine de Nantes, par exemple, Abdoulaye Touré, de venir à 30 ans jouer pour le. Il avait trouvé un buteur, c'est le Guirassy. Guinée. C'est Guirassy, ancien international espoir français. Il avait vraiment construit une équipe solide. Et on qui avait lui des enlève, résultats, vous l'avez et on lui coupe les jambes, là, on leur coupe les ailes. En pleine éliminatoire, et les résultats effectivement derrière sont très très Alors décevants. Rémi, peut-être celui qui va ramener un peu de calme dans ce vestiaire, on va dire, c'est Michel Dussuyer qui a été rappelé. On sait qu'il est déjà passé 2 fois par la Guinée. Il s'est exprimé il n'y a pas très longtemps sur RFI. Il reconnaît que la situation est compliquée. Mais est-ce que vous pensez qu'il les avait emmenés en 8e de finale, je Non, crois, en lui quart. aussi, En ou en quart. quart En 2015. En 2000, voilà, exactement, c'était en Guinée équatoriale. Est-ce que vous pensez que justement, grâce à ça va peut-être un peu sauver la face du Sili? Ce sera Ou c'est difficile. trop tard? Ce sera difficile. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand il a ramené la Guinée au devant de la scène, c'était quand même entre 2010 et 2015. Ouais. Donc, il a eu 5 ans pour construire quelque chose. Sur le long terme, bien sûr. Alors, et même quand il a d'abord été là, c'était 2000-2002. Au tout début des années 2000. Oui, effectivement. 2000-2002. Ouais. Donc, il a eu le temps. Mais là, aujourd'hui, vous dites, par exemple, est-ce qu'il aura le temps? Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas le temps parce que c'est politique. Là, aujourd'hui, vous avez une équipe, comme vous avez dit, Kaba Diawara. Lui, il est sélectionneur des A. Il vous dépanne pour aller aux Jeux Olympiques. Et vous le punissez par rapport exactement. à quelque chose qui n'a pas on lieu d'être. le punit avec Léa pour quelque chose qu'il a pas fait avec Et Léa. surtout, avant cela, c'est-à-dire que même aujourd'hui, Dussuyer, il sait que la situation économique est aussi dangereuse en Guinée. Parce qu'il faut savoir que quand Paul Put part, il part avec des arriérés de 300 000 €. Donc, lui-même aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit?
Bon, de toutes les façons, je sais que je vais jouer contre l'Italie, contre l'Éthiopie. Peut-être on va aussi jouer contre la RDC, ce qui est très grave. Que vous allez rencontrer la RDC, que vous allez rencontrer la Tanzanie. C'est-à-dire qu'il va se retrouver dans la même situation et lui-même ne sait pas s'il sera, même s'il qualifie justement la Guinée, s'il pourra aller. Et là maintenant, le président de la République, enfin le chef de l'État, qui est le chef des armées également, c'est un général. Il sort les yeux. Et vous dit justement, comme Mobutu disait aux autres, que mais de toutes les façons, moi j'ai une élection en 2025 ou 2026. Si vous ne me qualifiez pas, enfin, si vous ne faites pas le boulot, ça risque de déstabiliser mon électorat. Donc ça devient très politique. Ils ont cette pression et peut-être que s'ils sont éliminés, ils finiront en prison, comme le dit un proverbe africain, les plus beaux oiseaux vivent dans les cages. Allez, c'est très bien, Rémi. On termine sur un proverbe africain, cette page Afrique. On leur souhaite pas quand même. Et c'est à suivre sur RFI tout au long du week-end, bien sûr, et notamment dans Mondial Sport, où Sofiane Amazian s'attachera à l'équipe des Aigles du Mali. On continue dans Radio Foot. Vous avez remarqué, hein, l'hymne de la Ligue des Champions reste l'étalon. Et maintenant, on essaye de copier tous les hymnes européens sur ce marqueur. Bon, revenons à des choses plus sérieuses et avec des Bleus sérieux. Les Bleus à l'épreuve du renouveau. Hein, pour la première fois, ils jouaient sans Antoine Griezmann qui est parti a priori définitivement à la retraite, et pendant que leur capitaine Kylian Mbappé reprend des forces du côté de Stockholm. En tout cas, une équipe de France remaniée qui jouait hier soir à Budapest contre Israël dans un tout petit stade avec très peu de public. Et les Bleus ont retrouvé, c'est sans doute ça la nouvelle qu'il faut retenir de cette rencontre, Xavier Barry, ils ont retrouvé le chemin défilé. Oui, c'était intéressant. Parce qu'ils marquaient très peu dans le jeu. On s'en souvient de cet Euro si poussif pour les attaquants. Au moins, là, on les a vus à l'œuvre. Absolument. Alors, c'est vrai qu'en face, c'est une équipe d'Israël assez faible. En plus, on sent miné par les problèmes de cohabitation. Un peu comme l'Ukraine parfois. Il y a des joueurs arabes israéliens dans l'équipe d'Israël et on voyait au moment de l'hymne que les Arabes israéliens chantaient pas l'hymne israélien. Ils jouent sous le maillot d'Israël, mais ils chantaient pas l'hymne. Bon, donc la situation est très compliquée. Donc, du coup, ce match était à Budapest et on a vu effectivement une équipe de France sérieuse. Qui très vite marque avec un peu de réussite puisque c'est une boulette du gardien israélien. Ils se relâchent un peu, ils se font rejoindre et puis derrière ils enchaînent et puis ils finissent en fin de match avec 2 buts de remplaçants. On a souvent reproché à Didier Deschamps que ses remplaçants n'étaient pas décisifs. Là, c'est 2 remplaçants qui permettent au score de prendre son ampleur. Moi, j'ai trouvé vraiment intéressante. Guendouzi et Barcola. Et j'ai trouvé vraiment que c'était intéressant parce qu'en plus, il a beaucoup fait... Il a un peu rebrouillé les cartes. On avait une équipe forcément... qui est en reconstruction, puisque la colonne vertébrale est en quelques mois, Lloris, Varane, Giroud, Griezmann sont partis. Et bien voilà, le talent du football français, c'est d'avoir ces générations qui s'enchaînent avec des garçons extrêmement compétitifs. Je dirais même quelque chose qui va faire plaisir à Rémi Ngono, c'est que le duo Tchouaméni-Kamavinga m'a plu. Sous le maillot de l'équipe de France. M'a plu parce que c'est deux gars. Bon, forcément, ils s'entraînent tous les jours dans le même club. Donc, du coup, là, j'ai trouvé qu'ils apportaient, beaucoup de sérénité, de vitesse, et ils ont beaucoup contribué à la qualité du jeu de cette équipe de France. Alors que Michael Olise a été un peu effacé, mais eux, vraiment, ça devient vraiment des tauliers au milieu. Rémi, est-ce que vous aussi, vous avez été séduit? Ils ne sont pas encore convaincants parce que c'était un match, on va dire, un vrai match d'entraînement pratiquement sans manquer de respect aux Israéliens. Est-ce qu'ils vous ont plu, ces Bleus et ces jeunes? Parce qu'il y a quand même beaucoup. Olysée, il a à peine 21 ans. Kamavinga, il a 21 ans. On en oublierait presque qu'il a 21 ans. C'est quand même des jeunes. Pourquoi faire la moue quand on gagne par 4-1? C'est beaucoup. Non, parce que l'adversaire était... Ah non, il ne faut pas dire ça. Parfois, contre le Luxembourg, ça ronronne. Ou Andorre, ou Andorre. Et puis, comme justement aussi, il y avait un problème au niveau du milieu de terrain. Et comme justement, on dit ce double pivot-là était très intéressant. Et surtout, j'ai trouvé, contrairement à... c'est vrai qu'on trouve que Kamavinga a beaucoup fait, on trouve que Dembélé a provoqué, mais... j'ai trouvé beaucoup de justesse, beaucoup de maturité sur Tchouaméni. Parce que le match qu'il a réalisé,
C'est parce qu'il était capitaine, Rémi. Oui, mais attends. Mais c'était un rôle. C'était un rôle parce que vous vous rendez quand même compte. Mais oui, justement. Mais il gagne 10 duels. Parce que c'est 10 duels qui sont gagnés. Et vous voyez, même dans le niveau de la précision des passes, il a réussi 90%, ça devient du cross, là. C'est-à-dire que sur les 102 passes qu'il a tenté, il a réussi 92. Et surtout, les récupérations, c'est 4 qu'il réussit. Et du coup, il a donné une aisance, un équilibre à toute l'équipe. Et du coup, on pouvait voir, par exemple, Kamavinga qui se déplace, qui se projette. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle charpente qui a rassuré. Franck, finalement, on se dit que malgré tout, Didier Deschamps, il a toujours la clé. Bah forcément qu'il est la clé. C'est la quoi clé ce, des champs, oui, c'est quoi ce c'est ce que je voulais dire. Vous voyez venir. Oui, il a la clé, et puis il sait aussi remettre en selle certains éléments. Voilà. Je pense notamment à Nkunku. Je suis très heureux d'avoir retrouvé Nkunku. Son but est particulièrement difficile, contrairement à Kamavinga où c'est un coup de chance. Là, vraiment, il y a du travail. C'est un vrai beau talent qui fait plus partie. Il est encore jeune, mais c'est plus un jeune premier. Non. Et très heureux de le revoir à ce niveau-là. Mais déjà, même à Chelsea, on voit quand même. Ouais, mais c'est bien de le remettre. On parle des joueurs, on parlait de Olise, par exemple. Il n'a pas vraiment joué à son poste. Oui, le seul poste qu'on connaît en Allemagne. Et il n'a pas eu le même rayonnement. On aimerait le voir peut-être on l'avait vu cet été avec les espoirs. Oui, mais là, il ne joue pas à son poste. Justement, c'est pour ça. C'était compliqué. Mais c'est quand même intéressant. Ceux qui ont surpris hier, ce sont quand même les vice-champions d'Europe. À Londres, la Three Lions a été battue par la Grèce. Alors eux, ils jouent en plus en Ligue des Nations B, c'est-à-dire ils sont dans deuxième division. De le rappeler, Oui. Alors, ils avaient été rétrogradés l'année dernière. Il y a des pas que, notez bien. Non, il y a des grandes équipes qui lâchent parfois cette compétition. Aussi, en tout cas, ils ont été battus 2-1. But de la victoire dans le temps additionnel, 94e minute, je crois, pour le double buteur. Le gars de Benfica. Exactement, le joueur grec. Et l'égalisation de Bellingham, malheureusement, elle n'a pas suffi. Mais surtout, il s'est passé une chose peut-être hier, Xavier, c'est que on se souvient pendant l'Euro et depuis longtemps, puisqu'il était là depuis avant la Russie, Southgate était très critiqué pour son style de jeu. Je crois que Deschamps, même combat. Mais du coup, son remplaçant hier, qui n'est pour l'instant que temporaire, Lee Carsley, il a essayé de faire plaisir et d'aligner tout le monde. Et alors, il n'en manque pas de stars. Et pour l'instant, ça n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas non plus. Alors, ça avait marché contre l'Irlande, quand ils étaient allés gagner de façon assez spectaculaire, en marquant très vite, avec d'ailleurs 2 buts marqués par des joueurs d'origine irlandaise. Rice et Grealish, qui auraient pu jouer pour l'Irlande aussi. Donc c'est vrai que ça avait marché. Mais là, l'équipe de Grèce, je pense on l'a un peu sous-estimé parce qu'ils sont fait. Je crois que t'étais malade. Non, pas nous parler de la Grèce. Ils ont gagné tous leurs matchs. Et ils sont fait piéger par la Géorgie en barrage de l'Euro. Mais très honnêtement, les Géorgiens de Willy Sagnol, on était très contents de les voir à l'Euro. Mais ils ont fait un bel Euro. Absolument. Mais les Grecs auraient dû y être parce que c'est une équipe qui avait un vrai potentiel avec des très bons joueurs qui évoluent un peu en Grèce, mais beaucoup à l'étranger maintenant. Contre les Anglais. Et là, ils ont joué un mauvais tour aux Anglais. Première victoire de la Grèce en Angleterre. C'est une équipe où il y a des bons joueurs dans toutes les lignes. Et les Anglais, je pense, les ont pris un peu de haut avec cette compo en plus un peu offensive, et ils se sont fait piéger. Vous, le gardien de but à vos heures perdues. Vous n'allez pas m'emmener sur ce terrain et tacler Pickford, le gardien d'Everton. Je sais que c'est d'Everton. Vous n'avez pas le droit, c'est pas gentil. Quand même. Ça reste le point faible des Anglais. Leur talon d'Achille. À l'Euro, il avait été bon. Oui, à l'Euro, il avait été pas discutable sur le dernier championnat d'Europe. En plus, l'avantage pour le gardien de l'équipe d'Angleterre joue dans un club comme Everton, c'est qu'il a beaucoup d'arrêts à faire toute la saison en championnat. Donc, c'est pas joli. Quand arrive la sélection, il est chaud normalement. C'est pas faux, alors que le gardien de Manchester City, il n'est pas anglais, mais ou d'Arsenal, et pas anglais non plus d'ailleurs, ils ont moins d'arrêts à faire normalement que celui Mais il y a une pénurie. Mais c'est assez récent. L'histoire du football anglais. Vous allez retrouver plein de gardiens anglais de qualité. C'est parce qu'ils se sont mis à acheter à droite et à gauche des garçons qui sont même pas britanniques. En tout cas, Rémi, cette équipe anglaise, quand on regarde les noms quand même, Phil Foden, Bukayo Saka, Jude Bellingham, et puis alors on a Watkins, on a Cole Palmer, on attend toujours plus d'eux. C'est même une honte.
Mais attendez, C'est un accident. Xavier Barré C'est un ose dire accident. ils ont de bons joueurs au niveau de sur toutes les lignes. Mais attendez, Merci. leur meilleur attaquant n'était pas là, il était blessé. Alors, Oui. quand vous entendez Harry Kane. parler de Harry Kane. Vangelis, Mais Harry Kane, il- Vangelis, mais attendez, ce nom, on dirait que c'est un nom de l'église pendant la première communion, comprenez? Harry Kane ne leur Donc, porte pas toujours attends, chance, Rémi. Mais Donc, aujourd'hui, c'est surtout la musique. Non, C'est ça, surtout la musique. Aphrodite Child, Mais là, ouais. c'est le buteur. Là, c'est le Donc, buteur. là, le problème, c'est Pavlidis. quoi? C'est que vous avez quand même des retours dans l'équipe d'Angleterre, comme les Kyle Walker, les Bellingham, même comme vous avez cité, tout Ah, tout bah, ce c'est pas un monde-là. retour, Ils sont- Bellingham. C'est-à-dire que c'est une Un équipe pilier. qui se retrouve là. Non, parce qu'ils n'étaient pas là au dernier rassemblement. Oui. Donc, c'est des gens qui sont revenus. T'es blessé. Ils étaient en renfort. Une équipe qui n'a jamais perdu devant la Grèce, peut-être 7 matchs, 2 matchs nuls. Mais il fallait voir. Le même Vangelis, il a marqué un but qui d'ailleurs a été refusé sur. parce ils en que ont eu plusieurs grâce refusés, hein. grâce à la VAR. Moi, je dis aujourd'hui. L'Angleterre, c'est un nom, mais chaque fois, on les voit toujours au royaume des cieux, sauf que il y a un proverbe africain qui dit bel et bien que si tu vois les poissons, si tu vois les arbres dans l'eau, c'est que tu verras aussi les poissons sur les arbres. Oula. Le problème de l'Angleterre, ça a toujours été de faire une Ouais. équipe. Ils ont des très bons On a- joueurs, mais pour On faire a une équipe, c'est plus aussi, compliqué. on va rendre un petit hommage, mais on lui rend souvent hommage, mais là, il a gagné une nouvelle couronne, un certain buteur venu Ah. du froid. Il a joué, il a marqué, hein, c'est ça qu'on chante dans les vestiaires. Alors, je ne sais pas comment on dit en norvégien, mais en tout cas, ça donne toujours Haaland. Le géant de Manchester City jouait hier soir contre la Slovénie avec la sélection norvégienne et son doublé l'a propulsé dans la galaxie des meilleurs joueurs de son pays. Alors, il faut savoir qu'il bat un certain Jørgen Juve, ou Juve, hein, on aurait pu dire, qui avait inscrit, lui, 33 buts à l'époque en 11 années. C'était de 1928 à 1937. Alors, le football n'était pas tout à Faut fait le demander à même. Rémi, ça lui rappelle peut-être quelque chose, ces C'est des années-là. stats. Non, je rigole. Lui, il est devenu roi des Vikings, 34 buts en 36 matchs et il n'a que 21 ans. C'est ça qui est extraordinaire. parce Que que dire ça de fait ce peur. nouveau roi de Vous de rappelez des Norvège. statistiques sur un très ancien, mais entre-temps, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une génération norvégienne, avec notamment le père de Oui. Haaland. bien connu. Moi, je les ai vus quand ils s'étaient qualifiés. J'étais à Oslo pour France Football pour la Coupe du Monde 1994. Ça faisait 40 ans qu'ils n'avaient pas été en Coupe du Monde. Je crois Et que la depuis, dernière on les fois. a pas revus, c'est 94 ou ça 98, Xav? Non, 1994, ils y étaient. Ils étaient Ils étaient déjà, à la ouais. Coupe Nous, du on Monde n'y était pas. 94 aux États-Unis. Ils étaient à la Coupe du Monde 98 en France, ils avaient battu le Brésil. Ils étaient à l'Euro 2000. Et donc, cette génération norvégienne, avec le père de Haaland, le père d'Alexandre Sorloth aussi, Goran Sorloth, qui était dans cette Qui a marqué sélection. aussi. Il y avait Toré, André Flo et son frère Jostein Ouais, ils Flo. avaient des attaquants. C'était des bons attaquants. Donc, ils avaient déjà plein de bons attaquants. Ils avaient réussi des résultats. Ça n'a pas duré ensuite, il y a eu un trou de génération. Maintenant, c'est les fils de ces champions, les fils d'eux des années 90-2000 qui arrivent en sélection, mais avec un phénomène extraordinaire, parce que ce qui réussit, lui, en quelques années, il a fallu toute une carrière à certains joueurs, et ils n'ont pas réussi à marquer autant de buts. Donc, le seul problème aujourd'hui pour la Norvège, c'est d'arriver à construire une équipe suffisamment compétitive autour de lui. Ils n'ont pas réussi pour le dernier Euro. On va voir pour cette Coupe du Monde. Gardez des billes, Xavier, parce que l'émission n'est pas terminée. Bon, messieurs, on a rendu hommage à ce Haaland dont on parle régulièrement. Passons à un autre, et là, nous passons à une légende espagnole. Nunca pensé que llegaría este día. Je n'ai jamais pensé que ce jour viendrait. Je ne l'ai jamais vraiment imaginé, mais je me sens très heureux d'avoir atteint ce rêve, le but ultime d'être un footballeur professionnel, parce que c'est ce que je voulais le plus. Lo que más quería. Un magicien, balle au pied, doté d'une vista extraordinaire. Andrés Iniesta a durant 16 années au FC Barcelone et 674 matchs magnifié le jeu des Blaugrana. Aux côtés d'autres stars, hein. C'est sûr qu'il n'était pas tout seul et ça doit aider entre Xavi, Messi, Puyol, Busquets, Piqué, Neymar, Suarez. Bon, il en a vu passer en 16 ans. Et sans compter évidemment son rayonnement dans les rangs de la Roja, puisque un des summums a été bien sûr d'être champion du monde, 130 sélections. Que diriez-vous de ce magicien du milieu de terrain, Rémi ?
Même si votre cœur n'est pas blaugrana, je sais. Non, je peux ne pas avoir un cœur blaugrana, mais... Reconnaître le talent. Ah oui, tout le monde reconnaît le talent d'Iniesta. Et d'ailleurs, le Real Madrid lui a rendu un hommage bien Donc appuyé. vous allez le faire aussi. Et surtout, c'est quelqu'un qui a été... Bon, il pouvait voir un ballon d'or en 2010. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui a signé un contrat avec la FIFA. Ça aurait pu être Xavi. Oui, c'est quelqu'un qui a signé un contrat avec la FIFA qui a finalement remporté c'est très intéressant. Mais cependant, j'ai dit bien, c'est quelqu'un qui mérite danser dans la légende comme ça. Tout comme aussi, je dis quand même, au niveau du milieu du terrain, on aurait aussi pu parler de, ne serait-ce que Ozil. Ozil a fait mieux au niveau des statistiques. 258 passes décisives. Il est moins resté. Il est resté. Là, c'était l'homme d'un club. C'est comme ça. Aussi, alors, bien sûr, c'est toutes ces années au Barça. Et effectivement, Rémi évoquait la Coupe du Monde 2010. Il faut savoir qu'à France Football, il marque le but. Il marque le but de la victoire en finale en Afrique du Sud. C'était à Johannesburg. Contre les Pays-Bas. Et à la 116e, si je me souviens bien, c'était pratiquement au bout du bout. Et donc, je me souviens après, donc il y a eu le Ballon d'Or, toute la campagne autour du Ballon d'Or, et c'était le premier qui était organisé par la FIFA. Et nous, on était France Football, avec Franck, on essayait de travailler sur ce dossier-là. Et je me souviens de l'attente de la désignation. Il y avait les 3 finalistes, donc Xavi, Iniesta, Messi. Et tout le monde, et notamment en Espagne, pensait que ce serait Iniesta, parce qu'il avait marqué ce but en finale de la Coupe du Monde, et aussi parce que Iniesta faisait l'unanimité en Espagne. Parce qu'il est d'Albacete, je crois. Fuenlabrada. Fuente-Albilla. Près de... Donc il n'est pas catalan. Alors que Xavi est catalan. Et Xavi est très fier de son identité catalane. Ce qui fait qu'en Espagne, il y avait des réticences. Alors qu'Iniesta, il a toujours fait l'unanimité par sa discrétion. Et finalement, c'est Messi qui est le ballon. On se souvient de cette photo à la une de France Football, notamment de ces 3 blaugrana. Rembourser le ballon d'Iniesta. Mais c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Rembourser le ballon d'Iniesta, cher Catalan. Il faut demander à la FIFA. En quelques secondes. Il a dit aussi dans cette interview hier devant la presse à Barcelone qu'il termine ses diplômes. Alors peut-être qu'on le verra aussi sur un banc et peut-être qu'on verra ressurgir à travers sa tactique de beaux moments. Ouais, c'est à souhaiter qu'il soit dans la transmission pour ce qu'il a pu apporter, parce que déjà humainement, c'est une crème. C'est quelqu'un, on a oublié, on ne l'a pas cité ici, mais il a quand même souffert, il a perdu son meilleur ami. Il était vraiment... Quand il était jeune, à la Masia. Il a vraiment, ça a été très dur pour lui et malgré tout, il va quand même chercher des titres, l'année qui suit le décès de son ami. Bref, j'espère qu'effectivement, il sera dans la transmission, peut-être pour les plus jeunes. J'ai du mal à me projeter en disant, est-ce qu'il pourrait diriger des grands? Je le verrais plus d'abord commencer avec les catégories de jeunes. C'est là que ça se passe, la transmission. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple parce qu'on a vu Iniesta, Xavi, et c'était bien compliqué. Mais bon, il a marqué son époque. Je suis comme toi, hein, Rémi. Je regrette ô combien qu'il n'ait pas touché ce ballon d'or sur sa carrière. Oui. En tout cas, rappelons, une Coupe du Monde, 2 Coupes d'Europe, 9 Ligas, 6 Copa del Rey et 4 Ligues des Champions. Voilà. C'est tout. Et il a déjà une rue dans son village natal, une rue à son nom, à Fuente-Albilla. Comme quoi c'est bien, on n'a pas attendu. Et c'est ceci depuis 2008, c'est-à-dire même avant qu'il soit champion du monde. Allez, on continue, on termine. Il y a les cartons qui nous attendent. Carton jaune. Il sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons tout de suite sélectionnés par le grand David Finzel. Salut Annie, salut à toutes les personnes présentes avec toi dans les studios. C'est Livion Kachama depuis la ville de Lubumbashi. Je donne un carton rouge à un membre de la sécurité de la FECOFA qui a tabassé énormément un journaliste parce qu'il couvrait l'entraînement de la sélection et par accident il a salué Fiston Kalala Mayele. Et l'association des journalistes sportifs ont décidé de boycotter la conférence d'après-match. C'est vraiment regrettable, on doit respecter les journalistes. Salut à toute l'équipe du Café des Sports. C'est un carton vert que j'attribue à Erling Braut Haaland qui, grâce à son doublé face à la Slovénie, vient de détrôner Jürgen Juve à la tête des meilleurs buteurs de Norvège. Avec lui, on ne parle pas de temps. Comme disait Pierre Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Oumar Barou, depuis le Sénégal, bonne émission à tous. Bonsoir Café des Sports, Balde Modadama depuis Conakry.
Aujourd'hui, j'adresse un carton vert à l'équipe nationale grecque pour leur victoire contre l'Angleterre en Ligue des Nations. Et puis aussi pour leur bel hommage rendu à leur ami décédé George Baldock, qu'il repose en paix. Merci. Bonsoir Café des Sports, bonsoir à Annie et à toute son équipe. Je donne un carton vert à la Fédération sénégalaise de football qui a rappelé son joueur Ismaël Jacob malgré le refus de son club d'Istanbul, Galatasaray, de le maintenir. L'Afrique doit se faire respecter. C'est très important. L'équipe nationale est symbolique. Il représente la nation. Bonjour Radio Foot International, c'est Ndari depuis N'Djamena. Aujourd'hui, je voudrais adresser 2 cartons verts aux 2 anciens André de Barcelone. Mon premier carton vert s'adresse à André Iniesta pour avoir terminé sa carrière de footballeur sans être expulsé du terrain sur carton rouge direct. Et mon deuxième carton vert s'adresse à André Lionel Messi pour son 46e trophée. Rémi, la valeur du football se mesure au nombre de buts ou au nombre de trophées? J'attends une réponse. Bon Café des Sports. Salut Café Foot, salut Rémi Ngonou, moi c'est Marianne, depuis Sénégal, le pays de la Piranga. Mon carton il est vert à toute l'équipe du Real Madrid, particulièrement à Fede Valverde, qui ne cesse de montrer sa performance, sans oublier mon défenseur mondial qui s'est blessé, Dani Carvajal. Je te souhaite propre établissement et reviens-nous vite champion à la Madrid. Bonjour Radio Foot, Daniel Yaoundé, Cameroun, supporter de Manchester United et de l'Olympique de Marseille, donc beaucoup de palpitations par ici là. Alors j'ai un carton, il est vert et c'est pour un rival jeune nommé Monsieur Pep Guardiola. À la fin de la rencontre Fulham contre Manchester City, on a vu Pep Guardiola qui allait vers Adama Traoré pour lui prodiguer quelques conseils. D'ailleurs, j'en connais certains à Manchester United qui en ont besoin. Mais ce geste-là de Pep Guardiola, ça résume vraiment ce qu'on aime au foot. La beauté du foot, la convivialité, c'est l'esprit même du foot. On a beau être des rivaux sur le terrain, mais on aime tout ce sport et on veut le meilleur de ce sport. Donc je dis, well done Mr. Guardiola and long live football. Bonjour Café des Sports, moi c'est Benjamin Baoulé depuis Kara au Togo. Mon carton est de couleur verte à l'équipe brésilienne qui renoue avec la victoire face au Chili. Vraiment c'est une victoire qui va beaucoup les motiver et vraiment félicitations à l'équipe brésilienne. Bonsoir tout le monde, c'est Birem Thiam depuis Sénégal, plus précisément à Kaolack. Ouais, aujourd'hui je voudrais donner un carton rouge à mon équipe préférée, mon équipe favorite, Manchester United. Vraiment là, je n'arrive plus à comprendre mon équipe. Ça fait bout de temps que ça fait 3 ans maintenant que Man n'arrive plus à atteindre ses objectifs. Vraiment c'est dommage, un club comme Manchester United qui n'arrive même pas à battre Porto ou bien les autres clubs. Vraiment c'est dommage. Carton rouge à Manchester United, carton rouge et bonne émission. Rémi, je suis un grand fan de vous, c'est Birem Thiam. À chaque fois, vos proverbes là, ça me tue, vraiment, ça me tue. Bonne émission à tout le monde, bye. Bon ben voilà Rémi, vous êtes la vedette des cartons aussi. Rémi, alors il y en a un qui vous posait une question. Qu'est-ce qui est le plus important, le nombre de trophées ou le nombre de buts? Le nombre de buts. Mais attendez. Le nombre de trophées. Répondez juste vite, parce qu'après il y a les cartons. C'est le nombre de Ligues des Champions. Bon. Moi je pensais que ce serait la Coupe du Monde, mais Franck, la couleur de votre carton? Mon carton, il est vert. Et je l'adresse à la fédération, à la FEFRIM, la fédération mauritanienne, fait preuve de beaucoup de solidarité envers le Soudan. Ils ont admis il n'y a pas si longtemps les 2 clubs, le Hilal et le Merer. Ça profite à ces clubs en compétition, voilà, dans le championnat mauritanien. Ça profite à la sélection nationale qui, pas plus tard qu'hier, a fait match nul contre le Ghana. Ça va bien pour l'équipe du Soudan. Merci en tout cas à la Mauritanie pour ce soutien, cette solidarité sans faille. En souvenir de notre petit voyage là-bas, voilà, n'est-ce pas, exactement. Franquin, pour aller visiter les installations de la fédération mauritanienne. Xavier Barré, la couleur de votre carton? Vert aussi. Oh, vert aussi, bien. Mais là, on était beaucoup sur l'international. Je vais revenir sur la France. Et pour donner un carton vert à la famille Arnaud, du patron du groupe LVMH, qui ont décidé d'investir dans le football français. Et dans cette émission, il y a quelques temps, j'avais fustigé le manque d'investissement des patrons français dans le football. Alors on s'en remet à des investisseurs venus du Qatar, de l'Ouzbékistan, d'Arabie Saoudite, etc. Et on se plaint effectivement de leur manque
de suivi dans leurs investissements. Là, on a une famille française très riche, LVMH, qui prend donc des parts importantes dans le Paris Football Club avec un vrai projet, puisqu'ils vont monter ensuite à 85% de possession. Et je trouve ça très bien qu'on puisse avoir la perspective d'avoir un deuxième grand club à Paris pour avoir des vrais derbys, comme il y en a dans toutes les capitales du monde. En tout cas d'Europe. Rémi, est-ce que vous avez un carton vert, vous aussi? Je suis très gentil, c'est pour ça que je mets jaune au lieu de rouge. Oh, qu'est-ce qui se passe? Gernot Rohr. Comment est-ce que vous pouvez... Gernot Rohr. Oui. Comment est-ce que vous pouvez venir en conférence de presse? On vous dit, pourquoi est-ce que vous prenez un joueur comme Dossou, qui, justement, a 32 ans et qui n'a pas de club? Mais vous dites, mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Il a un club. Donc, il ne joue pas en club depuis peut-être plus d'1 an. Et vous dites que non, son club, c'est la sélection nationale. Donc, c'est FC Benin ou FC quoi. Je ne sais pas ce que ça veut dire actuellement là. Donc, à une certaine période, si vous allez raisonner comme ça, que vous allez prendre des vieux qui ne jouent plus et vous dites que c'est leur club, malheureusement, il y a un proverbe africain qui dit d'un vieillot sec, on ne peut jamais extraire la moelle ou la graisse. Le carton de Radio Foot International ira à Hugo Ekitike, ce jeune footballeur français né à Reims, qui avait éclos au stade de Reims et qui avait été ensuite acheté par le Paris Saint-Germain, où il a fait banquette, où il a été peu utilisé, voire humilié tout le temps où il était là. Il est parti en Allemagne, il joue à l'Eintracht Francfort et il n'arrête pas de marquer des buts et des beaux buts. C'est lui qui a marqué le but de l'égalisation dans le fameux match entre le Bayern à Munich et Francfort. Exactement. Donc bravo, chapeau, il remonte la pente et il jouera avec l'équipe de France Espoir ses prochains matchs. Il n'a pas joué les JO, mais il va se rattraper. Voilà les amis, le train arrive à l'heure. C'est le week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à tous très bon week-end. Et lundi, vous retrouvez Olivier Pron. Merci messieurs. Bon week-end à tous.